Journée d'audition au Sénat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Cet après-midi, nous vous proposons de suivre en direct et en intégralité l'audition de la patronne du Louvre qui vient s'expliquer sur le casse du siècle du week-end dernier. Rendez-vous 16h30 sur Public Sénat. Ce matin, autre sujet, les sénateurs de la Commission des affaires économiques entendent Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie. On file en audition, on en reparle juste après. Donc, je vous l'ai dit, bonjour Madame la Directrice Générale. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Vous êtes Directrice Générale d'Engie depuis janvier 2021. Le monde de l'énergie n'a plus de secret pour vous, puisque vous avez accompli l'ensemble de votre carrière professionnelle au sein de grands groupes du secteur. Vous avez débuté chez Schlumberger, où vous avez exercé pendant 23 ans, d'abord comme ingénieur, jusqu'à devenir présidente de l'activité de forage. Vous avez ensuite occupé pendant 2 ans les fonctions de directrice générale de Technip Énergie, entreprise spécialisée dans l'ingénierie et les technologies destinées aux infrastructures énergétiques avant de rejoindre Engie. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui l'une des 4 femmes dirigeantes d'une entreprise du CAC 40. Pour mémoire, le groupe Engie est né en 2008 de la fusion entre Gaz de France et Suez. L'État français détient à ce jour plus de 23% de son capital social et la Caisse des dépôts et consignations un peu plus de 3%. Si la fourniture de gaz naturel est son cœur de métier historique, votre groupe s'est considérablement diversifié puisqu'il est aujourd'hui présent dans la production et la fourniture d'électricité renouvelable, dans la construction d'infrastructures énergétiques ou encore dans les services d'efficacité énergétique. Engie est l'actuel leader en France sur plusieurs segments comme le solaire, l'éolien ou encore la production de biométhane. Votre groupe est aussi le 2e producteur national d'hydroélectricité. Engie est également bien sûr présent à l'international. À titre d'exemple, vous avez récemment mis en service le plus grand parc éolien terrestre d'Afrique d'une capacité de 650 MW implanté sur les bords du golfe de Suez en Égypte. Une telle infrastructure permet d'alimenter 1 million de foyers en énergie propre. Par ailleurs, lors du dernier salon du Bourget, vous avez conclu un contrat avec le groupe Airbus afin de l'accompagner dans sa stratégie de décarbonation d'une vingtaine de sites industriels en Europe. Je souhaite, Madame la Directrice Générale, tout d'abord vous interroger sur les objectifs climatiques européens. L'Union européenne s'est fixée à travers le paquet ajustement à l'objectif 55 un premier objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et un second objectif de neutralité carbone en 2050. En novembre dernier, lors de la présentation de la 2e édition de votre scénario de décarbonation de l'Europe à horizon 2050, vous sembliez optimiste s'agissant de l'objectif pour 2030, mais beaucoup plus réservé quant à l'atteinte de l'objectif fixé pour 2050, que vous subordonnez au déploiement de technologies qui sont encore au stade de développement, comme la capture et le stockage de carbone. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point en nous indiquant les leviers d'action que vous identifiez peut-être au rendez-vous en ce domaine? En outre, vous vous êtes opposé à l'instauration d'une nouvelle cible de 90% des émissions en 2040 à laquelle songerait Bruxelles. Vous considérez qu'un tel objectif serait contre-productif. Pourriez-vous préciser votre pensée en la matière? Le deuxième sujet que je souhaite aborder est celui de l'instabilité géopolitique et de ses conséquences sur vos activités et les prix que vous pratiquez. La guerre en Ukraine et les paquets de sanctions décidés contre la Russie ont conduit l'Europe à se détourner progressivement du gaz russe, dont la part dans les importations
de l'Union européenne s'élevait à 19% l'an passé, si l'on additionne les importations par gazoduc et par gaz naturel liquéfié. Alors que les États membres souhaiteraient mettre fin à ces importations en provenance de Russie au plus tard en 2027, la Hongrie, très dépendante du gaz russe, vient de signer un contrat de 10 ans avec Engie pour couvrir un peu moins de 5% de sa demande annuelle. Actuellement, auprès de quel pays vous fournissez-vous en gaz naturel et comment tenez-vous compte des soubresauts géopolitiques dans votre stratégie d'approvisionnement? Par ailleurs, l'accord commercial conclu cet été entre les États-Unis et l'Union européenne comporte un volet énergétique qui prévoit des achats d'hydrocarbures américains, à la fois gaz naturel, pétrole et combustibles nucléaires, pour un montant de 750 milliards de dollars sur 3 ans, auxquels s'ajoutent 600 milliards de dollars de nouveaux investissements européens aux États-Unis. Dans quelle mesure votre groupe est-il concerné par cet accord? Les mesures que je viens d'énumérer répondent-elles aux intérêts des entreprises énergétiques françaises et européennes ou constituent-elles une contrainte supplémentaire dans la définition de votre politique stratégique? Enfin, notre commission a toujours veillé à ce que nos concitoyens et nos entreprises puissent accéder à une énergie abordable. Depuis le 1er juillet 2023, date de disparition des tarifs réglementés de vente de gaz, comment le prix du gaz proposé par Engie a-t-il évolué, notamment au regard du prix repère publié chaque mois par la Commission de régulation de l'énergie à destination des clients résidentiels? Voilà, Madame la Directrice Générale, déjà de très nombreux sujets que j'ai brossés devant vous. Mes collègues, bien sûr, ne manqueront pas de compléter un certain nombre de ces questions et d'en proposer de nouvelles. Une fois que vous serez exprimé, je passerai la parole à d'abord nos spécialistes qui suivent plus particulièrement au sein de la commission économique ces sujets en lien avec le secteur de l'énergie. Et ensuite, j'ouvrirai la parole à l'ensemble de nos commissaires et nous prendrons alors les questions 3 par 3 afin que vous puissiez répondre à ces séries de questions. Je rappelle que donc, cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion en direct sur le site internet du Sénat. Madame la Directrice Générale, je vous cède la parole bien volontiers et je vous remercie parce que je sais que cette date n'a pas été facile à trouver dans votre agenda et on le comprend tout à fait. C'est la raison pour laquelle, quand on était dans la période d'instabilité, de non-reprise des travaux parlementaires, on avait dit on conserve la date, on ne bouge pas parce qu'on n'est pas sûr ensuite que Madame la Directrice Générale puisse de nouveau retrouver un créneau dans les meilleurs délais. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les vice-présidents et vice-présidents, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, c'est vrai que c'est toujours finalement le bon moment de parler d'énergie. Il n'y a jamais un mauvais moment. On a toujours des sujets d'actualité autour de l'énergie, sujets stratégiques s'il en est. Donc très heureuse d'être avec vous ce matin pour partager effectivement quelques éléments de notre vision de la transition énergétique et un peu plus précisément du système énergétique tel qu'il doit se dessiner en France, puisque nous avons une situation qui est assez spécifique. Peut-être un point très important pour nous, c'est que, vous l'avez souligné, le contexte géopolitique, politique, mondial est pour le moins chahuté. Et dans ce contexte, malgré tout, notre groupe garde le cap. Il garde le cap de cette transition énergétique à peu près dans tous les pays où nous sommes actifs, avec bien sûr 3 convictions. D'abord que cette transition énergétique, quand elle est et si elle est bien menée, elle peut être source de compétitivité et elle est également source de souveraineté. Ce qui aujourd'hui, dans le monde et le contexte que l'on connaît, est de plus en plus important. Deuxième conviction, cette transition énergétique, elle permet de rapatrier un certain nombre de moyens de production locaux et donc de déployer de l'activité, de déployer de la croissance. Et donc aussi souvent, pour les pays qui l'adoptent,
une opportunité formidable et ça l'est également pour la France. Et enfin, troisième conviction, c'est que cette transition énergétique, elle a de ça particulier qu'elle ne peut pas se faire sans les territoires. Et j'y reviendrai avec à la fois des exemples et des idées peut-être sur notamment le grand sujet de la PPE. Alors, quelques mots peut-être pour commencer. Vous avez fait une introduction sur Engie, donc je ne vais pas tout reprendre, vous l'avez très bien dit, un groupe avec une histoire très riche, une présence très forte en France et en Belgique, 98 000 salariés dans le monde, 46 000 en France, avec une raison d'être qui est inscrite dans nos statuts d'accélérer la transition énergétique avec effectivement un objectif de décarbonation puisque nous souhaitons être net zéro carbone à l'horizon 2045 et pour un groupe qui vend du gaz, ce n'est pas une mince affaire. Nous avons transformé le groupe depuis, en tout cas, mon arrivée pour s'assurer à la fois que nous restions fidèles à cette raison d'être et en même temps que l'ensemble de nos activités et notre modèle de création de valeur étaient alignés avec cette raison d'être, avec, si je simplifie, effectivement une activité en amont qui est une activité de production d'électricité. Alors moi, je suis énergéticienne, je ne peux pas m'empêcher de parler de gigawatts, mais en gros, notre capacité de production d'électricité à travers le monde, c'est 100 gigawatts. Donc un réacteur nucléaire en moyenne est de 1 gigawatt, donc 100 gigawatts, c'est beaucoup. À peu près la moitié proviennent des énergies renouvelables. Le reste, c'est encore de la production à partir de centrales à gaz et également, bien sûr, du nucléaire, puisque nous sommes l'opérateur historique des centrales nucléaires en Belgique. Et nous avons une ambition de nous développer significativement dans les renouvelables que nous associons aujourd'hui avec les batteries. On y reviendra. Les renouvelables et le stockage, bien sûr, vont de pair. Je suis sûre qu'on pourra en discuter lors de la session questions-réponses. Et en France, vous avez souligné effectivement que nous étions très importants, notamment premier opérateur éolien et solaire, et deuxième dans l'hydraulique. Donc ça, c'est la partie amont. La partie aval, c'est nos clients particuliers, nos clients industriels pour lesquels nous sommes présents et nous vendons à la fois de l'électricité et du gaz, avec en France 5 millions de foyers que nous fournissons en électricité et 6 millions en gaz. Donc on est quasiment aujourd'hui aussi présent en gaz et en électricité auprès de nos clients particuliers. Et puis entre les deux, entre la production et les clients, nous avons bien sûr le sujet des infrastructures parce qu'il faut bien acheminer toute cette électricité, toute cette énergie vers nos clients. Donc nous sommes bien sûr les opérateurs traditionnels, historiques des infrastructures gazières en France, avec quasiment l'ensemble des opérations, pas toutes puisqu'il y en a quelques-unes qui sont opérées par d'autres, mais en grande majorité, les infrastructures gazières, c'est chez nous. Et puis, effectivement, des infrastructures aussi électriques que nous ne développons pas en France, bien sûr, puisque c'est le terrain réservé de RTE respectivement et Enedis, mais par contre, dans les autres pays où nous opérons, nous développons des infrastructures électriques également. Et enfin, quand on parle d'infrastructures, très important le rôle des infrastructures décentralisées, avec une présence très très forte dans les réseaux de chaleur. Dans beaucoup des villes à travers le territoire, nous opérons les réseaux de chaleur qui permettent de délivrer de la chaleur compétitive et le plus décarbonée possible à nos clients. On espère bien sûr de plus en plus des réseaux de froid. Voilà. Avec une ambition, celle d'être la meilleure utility de la transition énergétique. On est assez fiers chez Engie de répéter ce mot utility. Pardon, c'est un mot anglo-saxon, mais j'en aime la racine, qui est qu'en fait, on a un rôle utile à jouer et que si, oui, il faut arriver à dégager des marges de manœuvre financières pour pouvoir continuer à investir, c'est environ 10 milliards d'euros que nous investissons chaque année chez Engie. Donc, il faut arriver à créer de la valeur et en même temps, il faut le faire de la manière la plus responsable possible au profit, au bénéfice de la société, de nos clients, clients industriels, les citoyens, nos collaborateurs. Donc nous avons vraiment une vue assez équilibrée du partage de la valeur et du rôle que nous avons à jouer avec une boussole, la transition énergétique, mais pas à tous les coups. Il faut qu'elle reste abordable, le plus possible, et qu'elle soit fiable. Et pour ça, évidemment, mesdames et messieurs, sans surprise, le pragmatisme s'impose. On n'arrivera pas à faire une transition énergétique si on est dans le dogme ou dans l'idéologie. Pour ça, il faut reconnaître que nous allons avoir besoin de toutes les énergies décarbonées pour arriver à conduire cette transformation. Ce n'est pas une technologie et pas l'autre, c'est bien toutes les technologies dont nous allons avoir besoin.
Cet objectif de neutralité carbone à 2050, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, il est très ambitieux pour l'Europe, il est aussi en France. Il va passer par une électrification massive. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup parler d'électricité parce que l'électrification est un levier de décarbonation. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de décarboner l'électron que les autres sources d'énergie. En revanche, si on maximise et si on réussit le mieux ce mouvement d'électrification, au mieux, on arrivera à 50% de l'énergie finale. Donc, pour décarboner entièrement le système énergétique, il va falloir s'atteler, non pas juste à l'électricité, mais également aux molécules. D'où l'importance, bien sûr, du gaz, qui reste très important dans le système énergétique, mais qu'il va falloir décarboner. Et c'est pour ça que j'ai souligné le fait que les défis technologiques et économiques, surtout, pour décarboner cette molécule, sont encore en face de nous. Ils sont atteignables, mais il va falloir effectivement actionner tous les leviers et il va s'agir de développer le biométhane, l'hydrogène, les molécules dérivées de l'hydrogène, afin de s'attaquer à ces autres 50% qui ne pourront pas être en fait électrifiés. Donc c'est vraiment le point qui est important, c'est que l'électrification va nous aider beaucoup, mais ne suffira pas. Il va falloir bien sûr adresser le sujet des molécules. Le sujet des molécules est très important également. Pourquoi? Parce que le gaz a des propriétés spécifiques. La molécule, elle se stocke, elle se distribue, elle se transporte. Donc elle apporte énormément de résilience à nos systèmes énergétiques. Et puis tout simplement, pour des raisons réalistes, qu'il y a certaines applications industrielles dont on ne voit pas aujourd'hui la possibilité d'être électrifiées, soit parce que c'est des montées et des process qui demandent des chaleurs extrêmement élevées, soit ce sont des process spécifiques qui ont besoin de gaz. Et donc il va falloir trouver des solutions à leur apporter qui restent des solutions gazières. Je partage avec vous sur le sujet du gaz et cette conviction que nous avons chez Engie que l'alliance de l'électron et la molécule est très importante pour maintenir cette transition énergétique et en garder le coût abordable. C'est qu'un mardi d'hiver en 2025, la puissance appelée électrique sur les réseaux était de 87 gigawatts. La puissance fournie par le gaz sur le même territoire ce même jour était de 123 gigawatts. Donc pour ceux qui imaginent qu'on va se passer du gaz, on voit bien que en fait, la réalité, un jour d'hiver, fait que le gaz va rester très important et va nous apporter la pointe dont on va avoir besoin. Et donc, par rapport à ces sujets un peu, disons, passionnés parfois du chauffage, est-ce qu'il faut enlever les chaudières à gaz, etc. Non, nous ne pouvons pas supprimer le gaz des systèmes de chauffage. En revanche, électrifions ce qui peut être électrifié et partons sur des systèmes hybrides qui fait que on utilise l'électricité décarbonée le plus bon marché possible en base. Et puis, quand on a besoin, le gaz vient en appoint. Ça nous permet, bien sûr, aussi d'utiliser les infrastructures existantes qui, bien sûr, en termes d'investissement, est également une conclusion de pragmatisme qui est ce qui nous anime pour résoudre ces défis significatifs. Donc, l'alliance de l'électron et de la molécule. Et maintenant, je vais me concentrer un petit peu sur le système électrique, puisqu'il nous occupe beaucoup. Il s'agit, pour accompagner cette électrification, il faut être au rendez-vous côté production. Et c'est vraiment un point important parce qu'aujourd'hui, parfois, on regarde les chiffres de la demande, on dit que la demande en électricité, elle n'est pas assez élevée et donc il faut arrêter de développer des moyens de production. Or, il faut avoir cette conviction que, puisqu'on veut décarboner notre système énergétique, il va falloir électrifier, la demande d'électricité va augmenter et donc il faut être au rendez-vous du côté de la production. Et avec cette conclusion, quand on regarde les chiffres, que ni nos capacités hydro, ni le parc nucléaire actuel, même si on l'étend dans la durée, ne pourront absorber cette demande additionnelle. Le nouveau nucléaire, bien sûr, va jouer un rôle, mais il va jouer un rôle plus tard. On est plutôt sur du 2038, avec des coûts qui sont encore attendus, mais qui seront forcément beaucoup plus chers que le nucléaire amorti. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices et les sénateurs, nous n'avons pas d'autre choix que ce développement rapide des renouvelables électriques avec les moyens de stockage et de flexibilité que représentent les centrales à gaz. Ce sont, nous, ce qu'on appelle des développements sans regret qu'il faut faire pour accompagner ce mouvement d'électrification. Je fais un petit encart pour vous rassurer sur l'acceptation de ces énergies renouvelables par nos populations. Je sais que parfois, quand on
on regarde et quand on écoute le débat politique, on a l'impression que personne ne veut des renouvelables. En fait, les sondages sont assez sans appel, hein. 84% des Français aujourd'hui sont favorables aux énergies renouvelables. Et je rajouterais que plus ils vivent près des projets et plus ils les aiment. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, mais qui est aujourd'hui, en tout cas, ce que nous a montré les sondages. Donc, une image positive des énergies renouvelables. Et donc, il faut y aller, il faut développer ces énergies renouvelables et bien sûr les combiner à cette filière nucléaire, qui est une force pour la France, qu'il faut continuer à développer, soit en étendant les parcs le plus possible, soit bien sûr en investissant dans le nouveau, mais tout ça va prendre du temps. Sachant que, bien sûr, les renouvelables, en général, sont très compétitifs, les prix ont beaucoup baissé, mais en revanche, nous, notre responsabilité de développeurs, et c'est, j'allais dire, un engagement que nous prenons tous les jours, c'est qu'il faut privilégier les projets qui sont les plus compétitifs. Nous pouvons faire des projets renouvelables avec, en gros, il y a deux modèles, hein. Il y a un contrat directement avec des clients, où là, ça ne coûte rien à l'État, ou alors on travaille avec un mécanisme de soutien, ce qu'on appelle le CFD, qui permet à l'investisseur une juste rémunération de son capital investi et lui donne la visibilité sur le prix de l'électricité pendant la période d'amortissement du projet. En gros, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans. Mais ce prix-là, il sera d'autant plus bas que l'investissement sera compétitif. Et c'est pour ça que, mesdames et messieurs, chez Engie, nous nous battons sur quoi ? Sur la visibilité, sur garder le cap, sur l'établissement de filières. Parce que, vous savez, un industriel, il a besoin d'avoir des effets d'échelle, il a besoin d'avoir de la visibilité, il a besoin de dire à ses fournisseurs, voilà le nombre de panneaux solaires que je vais commander sur cette durée. Voilà le nombre d'inverteurs, voilà le nombre de personnes dont je vais avoir besoin. Et c'est cette visibilité qui va contribuer au fait que les coûts vont diminuer et donc finalement le CFD et donc le mécanisme de soutien à l'État coûtera moins cher. Donc on a aujourd'hui très intérêt à être à la fois exigeant sur la compétitivité des projets. Et moi je dis souvent, pourquoi faire du solaire dans certaines régions s'il y en a déjà trop? Non, favorisons plutôt les batteries ou couplons le nouveau solaire avec les batteries. Faisons des projets suffisamment grands. Et là, j'en fais aussi appel à vous. Il y a des sujets autour de la ZAN. Il y a des sujets aujourd'hui, bien sûr, de permis. On aime les petits projets en France parce que c'est vrai que c'est plus facile. Mais ça n'aide pas la compétitivité. Et ça se retrouve dans le prix du CFD. Vous voyez, faire du solaire en France à 70 ou 80 euros du mégawattheure, ça pose question quand on peut en faire à 30 ou en 35 en Espagne. Et je ne parle pas, bien sûr, du Moyen-Orient ou de la Chine. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement des progrès à faire en termes de s'assurer qu'on fait les bons projets renouvelables. Et là, on va vraiment apporter une solution au système électrique que nous voulons développer ensemble aux côtés du nucléaire, de l'hydro existante dont j'ai bien sûr que j'évoquerai également, etc. Visibilité, stabilité, meilleur moyen de faire les meilleurs projets, de limiter au maximum la dépendance aux subventions qui doit être bien sûr un objectif que nous avons commun. Alors, peut-être un petit pas de côté sur le contexte international, pour vous dire que ce mix optimal pour lequel nous prônons chez Engie, il est en fait privilégié absolument partout à travers le monde. La France ferait figure d'exception de décider que nous ne ferions que du nucléaire. Nous serions, mesdames et messieurs, les seuls à faire ce choix. L'énergie décarbonée aujourd'hui, elle est vue d'abord comme un avantage concurrentiel mondial. En 2024, la Chine, elle a installé à elle seule ses 278 gigawatts d'énergie solaire, 80 gigawatts d'éolien. La Chine en 2024. 70% des nouvelles capacités mondiales. À ce rythme, la Chine construit en renouvelable l'équivalent de plusieurs dizaines de centrales nucléaires chaque mois. Elle démontre ainsi une capacité industrielle et logistique hors norme, bien sûr, puisque non seulement elle installe ses projets, mais bien sûr, elle développe son industrie. La Chine a pivoté quasiment l'ensemble de son industrie vers la décarbonation et l'industrie verte, notamment l'énergie, mais pas que. Bien sûr, le secteur automobile en voit également les effets. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Chine fait également du nucléaire. Donc la Chine ne fait pas le choix, elle fait les deux et elle a aujourd'hui 56 réacteurs en exploitation, 30 en construction. Il n'arbitre pas entre nucléaire et renouvelable et c'est le point vraiment important.
Plus près de chez nous, les énergies renouvelables, elles représentent aujourd'hui la moitié de la production électrique de l'Europe. On était à 45% de l'électricité produite en Europe en 2024, provenant des énergies renouvelables. Et les pays comme la Suède, la Finlande, l'Espagne combinent nucléaire et renouvelable, ou encore la Belgique, où je vous l'ai rappelé, nous sommes l'opérateur nucléaire. Il y a une combinaison de ces deux technologies. Je me suis un petit peu penchée sur le sujet de la Pologne, qui est aussi un pays extrêmement intéressant, qui se repose encore aujourd'hui sur des technologies basées à base de charbon, donc très très carbonées. Et elles font le saut, la Pologne fait le saut et s'engage massivement dans le développement des énergies renouvelables pour bien sûr assurer sa transition hors du charbon. L'Italie également, qui est un pays qui est un grand... qui se repose énormément sur la production d'électricité à partir du gaz, a produit en 2024 plus de 43% de son électricité à partir des renouvelables. Elle équilibre son système et elle a une ambition de tripler ses renouvelables à un horizon assez court. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut plus dépendre uniquement du prix du gaz pour la fixation de son prix d'électricité. Prix du gaz qui est principalement fixé par les importations et donc veut évidemment améliorer sa souveraineté. Donc voilà un petit peu cette vision de mix électrique que nous prônons, un mix électrique qui va donc se reposer sur l'ensemble des technologies et qui va amener un prix du marché du gros le plus bas possible. C'est important parce que je vous rappelle, il y a toujours une différence entre les prix qui vont être vus par nos clients, que ce soit les clients industriels ou les clients particuliers, et le prix du marché du gros. Donc aujourd'hui, plus on arrive à être au rendez-vous côté production, plus on va faire baisser les prix de l'électron sur les prix du marché du gros. Et ensuite, il va falloir activer les autres leviers qui sont, bien sûr, le gros sujet des taxes. Je pense que vous allez sans doute me poser une question sur la fiscalité de l'électricité. Si on veut, bien sûr, favoriser l'électrification, il y a un levier qui consiste à regarder le sujet de la taxe sur l'électricité. Et puis, le troisième levier, c'est bien sûr le coût des transports et de la distribution. Donc là, on est sur l'infrastructure, ce qui nous ramène, bien sûr, à tout ce travail de dire il faut qu'on soit intelligent côté production pour pas développer des projets qui servent à rien, qui ensuite vont coûter très cher aux infras. Et ça, effectivement, ça va retrouver sur la facture du consommateur et du client. Donc on est bien aujourd'hui avec cette vision qu'il faut optimiser le système et en fait limiter les coûts et les développements de l'ensemble du système, pas simplement de regarder une seule brique de ce système. C'est bien sûr très important. Alors, aujourd'hui en France, on est sur quelques commentaires sur la situation du marché électricité. On est dans un moment particulier puisque, comme vous savez, nous arrivons à la fin de l'ARENH. ARENH qui a été extrêmement décriée, mais qui a quand même beaucoup contribué, bien sûr, à la protection des clients industriels et particuliers, puisque ça permettait aux fournisseurs d'accéder à 100 TWh d'électricité à un prix défiant toute concurrence à 42 € du mégawattheure. Évidemment, le fait que l'ARENH aujourd'hui va s'arrêter a forcément un impact légèrement inflationniste sur les prix d'électricité, c'est mathématique. En revanche, aujourd'hui, on regarde les prix en France, avec l'Espagne, ils sont parmi les plus bas en Europe. On est aujourd'hui plutôt autour de 20 € du mégawattheure en dessous de l'Allemagne, donc on est en relatif dans une situation qui est relativement favorable du côté du marché du gros, à transformer bien sûr après dans les factures et à la fois et les contrats pour nos industriels, mais aussi les factures pour les particuliers. Et peut-être un point qui est important également, c'est cette transformation du côté production dont j'ai parlé. Et si bien sûr il faut développer avec le solaire, les batteries, il y a aussi cette situation que parfois dans la journée, on a trop d'électricité. Vous savez, le fameux phénomène des prix négatifs. Donc, une idée, et c'est vraiment le sujet là que nous avons voulu prendre à bras-le-corps chez Engie avec notre offre Happy Hour verte, c'est de dire, mais finalement, si à un moment il y a trop d'électrons, si on arrive à mettre en face plus de demandes que d'habitude, finalement, ces électrons, au lieu d'être gâchés, serviront de manière finalement très économique au client final qui est capable de consommer ces électrons dont on a trop à un moment donné. D'où cette idée de dire à nos clients, à certains clients qui le veulent et qui le peuvent, déplacer leur consommation. Et donc pendant 2 heures, on va leur offrir avec cette offre tous les électrons qu'ils veulent, évidemment, dans la capacité de
de leur installation, ils vont pouvoir utiliser et donc programmer des machines, des aspirateurs, etc. Et tout ça va venir baisser leur facture. Donc c'est une expérience que nous faisons. Hein. Nous n'aurons pas plus de 100 000 clients qui seront sous cette offre, mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, le profil de production est en train de se transformer. Il faut que nous soyons agiles et les fournisseurs ont un rôle très important. Et là, le rôle de la concurrence parmi les fournisseurs est important également, puisque la concurrence parmi les fournisseurs amène l'innovation, amène bien sûr des services clients plus performants, mais aussi l'innovation dans nos offres et cette capacité à amener les bénéfices de la transition énergétique directement auprès des clients avec ce genre d'offre. Et nous sommes aujourd'hui assez innovants avec cette offre, mais les autres, bien sûr, le feront. Et c'est la multiplication de ces offres qui va permettre finalement de réunir ces deux mondes, ce monde de la production avec un certain profil et le monde de la consommation. Donc voilà un petit peu comment on envisage cette transformation entre la baisse du prix du gros vers, bien sûr, une baisse de la facture et une baisse de l'électricité pour nos clients. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'électricité. Je vous rappelle que l'électricité, c'est à peine 25% de notre consommation finale d'énergie. Et donc, on va devoir, bien sûr, activer l'ensemble des sources, la chaleur, on espère bientôt le froid, avec les collectivités locales, la décarbonation de l'industrie, le biométhane, dont la croissance est importante pendant ces 10 dernières années. On espère que le potentiel du biométhane va être réactivé avec la mise en place des certificats de production de biométhane et CPB, et puis d'autres solutions comme la géothermie. Voilà un petit peu sur le système électrique, système énergétique. Peut-être un commentaire aussi sur à quel échelon devons-nous traiter la politique énergétique. Et il n'y a pas de solution unique à cette question. On a besoin de planification au niveau national, on a besoin de visibilité, on a besoin de cap. C'est une évidence. Le mix énergétique, il s'inscrit dans un temps long. Les investissements, c'est du temps long. Et donc, nous avons besoin d'avoir de la visibilité. C'est pour ça que je trouve que le cadre politique proposé par le Sénat, notamment à travers la PPL Grémillet, cet cadre politique, il est précieux. On l'appelle de notre vœu. On a besoin d'un cadre, on a besoin de savoir vers où on va. On a besoin d'avoir une vision, on a besoin de savoir que l'ensemble des technologies vont avoir une place dans le mix énergétique français. En revanche, et c'est là où je pense qu'il peut y avoir un petit peu de flexibilité, parfois on se crispe sur la définition d'un objectif par technologie au niveau central. Est-ce que c'est 18 gigawatts ou c'est 17,5 ? Moi, je dirais finalement, le niveau de précision de chaque objectif par technologie est peut-être moins important pour nous que se dire on y va, on va développer les renouvelables, on va développer les batteries, on va bien sûr développer le nucléaire existant et lancer ces nouveaux nucléaires comme le gouvernement décide de le faire et avec bien sûr la compétence et les capacités d'EDF. On a besoin d'y aller. Après, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'avoir chaque objectif à la décimale près. Et parfois, on se crispe beaucoup au niveau central sur la définition de ces chiffres, alors même que, finalement, avoir des clauses de revoyure et se dire on y va, on développe, et puis tous les 5 ans, on fait un point et on se dit comment marche ce système avec tout ce qu'on est en train de développer. Je pense que c'est pareil, faire preuve de pragmatisme, c'est un petit peu quand même comme ça qu'on opère dans les entreprises. Peut-être un point où on pourrait, disons, s'améliorer, avec quand même un travail très important que vous faites, je le sais, mais sur la simplification, la ZAN, la zéro artificialisation nette, j'arrive pas à le dire. Tout ça, c'est très important pour nous aider à faire les projets de taille significative, j'en ai parlé. Mais on a besoin d'un cadre, on a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité et de la vision pour le système énergétique. Donc ça, c'est le niveau central. Après, très clairement, la transition énergétique, elle est mise en œuvre par une appropriation très forte des territoires, des élus locaux, des citoyens. Et c'est là où je pense qu'effectivement, donner un peu plus de liberté, de capacité d'arbitrer, de décision même, à des niveaux en dessous me paraît très important, parce que finalement, qui mieux que l'échelon local pour décider combien de solaire, combien d'éolien et où mettre tous ces projets. Il me semble que ce rééquilibrage entre central et local est très important. Pourquoi ? Parce que quand je vois ce magnifique projet de l'île Dieu Noirmoutier, qui est un gros projet éolien offshore sur lequel nous travaillons depuis, je ne
sais plus moi, ça fait 12 ans, 13 ans. On y arrive, on est en train de le mettre en service. 2 ans de construction seulement pour ce projet. Ce sont des projets qui sont relativement faciles à mettre en service. C'est 2 ans. 800 000 Vendéens. C'est avant que ça prend du temps. Mais voilà, en 2 ans, on est en train de faire sortir de mer un magnifique projet. Ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs, c'est que ce projet, il n'aurait jamais vu le jour sans un soutien très fort des Vendéens, des citoyens, des élus locaux à tous les niveaux, à l'île-Dieu, au département. Ce soutien et challenge. Challenge avec une vraie exigence, par exemple, de créer suffisamment de jobs et de postes, d'emplois, de création d'emplois locaux. Et donc, on était très fiers quand on est allé inaugurer une des phases importantes du projet, de réaliser que sur l'île-Dieu, qui est quand même aujourd'hui une île très touristique, nous sommes en train de créer 66 jobs. 66. C'est pas énorme. Et sur une petite île comme l'île-Dieu, c'est quand même important. Ce sont des postes permanents pour assurer la maintenance de ce projet. Donc voilà un petit peu la transition énergétique à l'œuvre avec à la fois un fort besoin du soutien des territoires et bien sûr les territoires en bénéficient à la fois grâce aux emplois, à la filière industrielle, partiellement locale et bien sûr des retombées fiscales qui sont importantes. Je sais qu'il y a des changements de cadre à ce sujet et je ne dirai pas tellement plus que je pense que la stabilité fiscale est importante. Pardon de me répéter, mais changer les règles du jeu alors que les investissements ont été pris avec une certaine règle, évidemment, c'est un problème. J'ai pas mal d'exemples sur l'implication des territoires dans la transition énergétique. Je pourrais en parler pendant des heures, je ne vais pas le faire, mais aussi vous dire que peut-être pour aller du côté du gaz, le biométhane est avant tout une énergie locale et tous les projets que nous avons de biométhane ne se passent bien que quand ils sont complètement, j'allais dire, portés par les agriculteurs qui peuvent en dégager un complément de rémunération sans bien sûr les divertir de leur objectif premier, qui est bien sûr de produire pour de l'agriculture, mais ça leur permet évidemment d'avoir un complément de rémunération avec les enjeux climatiques qui parfois leur font peser sur leur production des aléas très significatifs. Et puis bien sûr, le biométhane, ça nous permet aussi d'avoir des engrais biologiques avec un digestat local et pareil, dont le prix n'est plus soumis aux aléas, bien sûr, des matières premières que nous devons importer. Voilà, donc le rôle des territoires est extrêmement important. Les citoyens, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. J'ai évoqué le sondage, je ne vais pas y revenir, mais une conviction qu'aujourd'hui, les Français sont beaucoup plus en faveur de la transition énergétique qu'on pourrait le dire. Enfin, et dernier point, j'ai parlé de l'échelon national, j'ai parlé de l'échelon territoire. Je ne peux pas ne pas parler de l'échelon européen et de l'importance de maintenir l'intégrité du marché européen. La France, aujourd'hui, a de la chance, elle exporte de l'électricité vers ces pays européens, ce qui, bien sûr, est une source de revenus en exportant, mais elle peut également importer. Je vous rappelle qu'elle a importé massivement de l'électricité en 2022. Le marché européen est en train de se développer, notamment avec tous ces développements des énergies renouvelables, qui vont coûter très très peu à produire, puisque le coût marginal de la plupart des énergies renouvelables est très bas. En optimisant ce marché européen, nous allons en bénéficier ici en France. Ça me paraît très important parce que je sais que parfois il y a cette tentation de dire redevenons une île. Nous, en tant qu'énergéticiens, nous sommes très très inquiets de cette idée de recouper la France, de cette capacité à échanger tous les quarts d'heure avec ses voisins européens pour permettre à l'Europe et à la France de maintenir les coûts les plus bas de l'électricité possible. C'est vraiment une conviction très forte que nous avons. Et d'ailleurs, les Britanniques sont sortis avec le Brexit et sont en train aujourd'hui de prendre des mesures pour revenir, réintégrer le marché européen de l'électricité. Voilà mon dernier point. Et donc, un mot pour conclure. Madame la Présidente, l'énergie se dessine évidemment sur le temps long, avec quand même aujourd'hui cette conviction qu'elle ne peut se faire qu'avec les citoyens, les territoires. Le groupe Engie est complètement engagé envers nos objectifs climatiques, mais aussi pour jouer ce rôle en France.
auprès de nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients, que ce soit les entreprises, les particuliers, les territoires, qui veulent rester attractifs, compétitifs, avec bien sûr le soutien et l'engagement de leurs élus. Nous pensons que c'est possible, qu'il va falloir que nous travaillions ensemble. Et donc, en ça, je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez à ce sujet très compliqué. Vous m'avez flatté en disant que je connaissais tout sur l'énergie parce que j'y ai fait toute ma carrière. Il n'y a pas un jour où on n'apprend pas quelque chose sur l'énergie. Le sujet est extrêmement compliqué. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement bien que vous preniez le temps de vous pencher sur ces sujets compliqués. Et si nous pouvons aider à éclairer le débat à notre place, nous sommes très heureux de pouvoir le faire. Merci beaucoup. Eh bien, un grand merci, Madame la Directrice Générale. Nous avons bu vos paroles, en tout cas, c'est mon cas. Et on vous remercie pour votre présentation, cette intervention très claire, très précise, très détaillée et tout à fait passionnante. Tant et si bien que je n'ai pas cessé de décrire le nom de l'ensemble des commissaires. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas un seul membre de la commission qui n'envisage pas de vous poser une question. Donc, c'est dire l'intérêt que votre audition peut susciter. Et sans plus tarder, donc, comme je vous l'ai annoncé au début de mon propos, on va laisser la parole à 3 spécialistes qui vont donc vous poser des questions et auxquelles vous pourrez répondre avant d'ouvrir plus largement à l'ensemble de nos commissaires. Et on commence par le premier d'entre eux, qui est Daniel Grébillier, puisque vous avez fait également référence, et on vous en remercie, à la proposition de loi sur la simplification et la programmation de l'énergie, dont Daniel est l'auteur. Daniel, je te laisse la parole. Ensuite, Patrick Chauvet et Jean-Jacques Michaud. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, chers collègues. Je me joins aux propos de notre Présidente pour la qualité de votre intervention. Je la qualifierais même de brillante intervention. Tellement nous avons besoin, effectivement, d'avoir une vision énergétique, et je reprends votre expression de cadre. Nous avons besoin d'un cap énergétique qui est un enjeu absolument stratégique pour le développement, la compétition de nos entreprises, de l'économie française à travers l'Europe et à travers le monde. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, en constatant l'absence de cadre pour la France, que le Sénat, que nous avons déposé ce texte qui a été examiné à 2 reprises au Sénat, avec un parcours très particulier depuis le début. C'est un texte qui n'a pas eu de chance avec les dissolutions. Enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, certains pressent pour que la PPE 3 sorte. Comprenez que pour nous, au niveau du Sénat, au niveau du législateur, nous considérons qu'un décret sans texte législatif, c'est bien fragile. Donc nous souhaitons avoir votre point de vue sur son contenu actuel. Et effectivement, dans ce texte, je reprends aussi vos propos, il y a une certaine vision énergétique de court terme et de long terme. Le court terme, c'est sur le renouvelable. Tous les renouvelables, je dis bien au pluriel, hein, je ne veux pas les énumérer, ils sont à l'intérieur, y compris les renouvelables innovants. Et il nous intéresse, à travers ma question, de connaître votre point de vue sur l'état de ce texte et sur comment voyez-vous effectivement l'atterrissage d'un texte législatif tant nécessaire à la sécurité d'un décret PPE 3. L'autre point, ma deuxième question, concerne la consommation énergétique de la France, qui au cours des 5 dernières années a connu des évolutions, pas forcément au rythme qu'on avait imaginé initialement, compte tenu que la réindustrialisation française n'est pas forcément au top, tel qu'on aurait pu le souhaiter, telle qu'elle est nécessaire pour notre pays. Néanmoins, des technologies, je pense aux data centers, sont des technologies extrêmement énergivores. Les centres de données liés à l'intelligence artificielle, on est quand même à des niveaux de consommation de 460 TWh d'électricité en 2022, sur l'équivalent de la consommation énergétique annuelle de la France. Et d'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation des data centers en 2030 sera de 945 TWh, soit plus du double de la consommation actuelle. Donc là aussi, question, on voit bien qu'à Marseille, devenu 6e hub international mondial
La captation des ressources électriques par les centres de données est devenue un sujet d'inquiétude et de crispation, notamment avec le port de la cité phocéenne. Donc ma question est simple aussi, puisqu'elle vous concerne en tant que patronne d'Engie, mais aussi aux membres du conseil d'administration de Microsoft. La France peut-elle faire face à une telle croissance de la demande d'électricité? De tels besoins sont-ils compatibles avec les objectifs de neutralité carbone que le groupe Engie s'est fixé pour 2045, vous l'avez rappelé, mais aussi que le géant Microsoft s'est fixé pour 2030 en prévoyant même une empreinte carbone négative à cette échéance? Et ma dernière question, nous arrivons au terme, vous avez beaucoup parlé du renouvelable, nous arrivons au terme des contrats d'achat de renouvelables, que ce soit en photovoltaïque, que ce soit en biogaz. Comment se positionne le groupe Engie sur la fin de ces contrats, alors que les investissements sont toujours en capacité de production? Merci beaucoup. Merci Daniel. Patrick Chauvet. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, pour tordre le cou aux attaques portant sur les énergies renouvelables, vous avez publié une tribune dans Le Figaro le 4 septembre dernier. Vos propos sont volontairement offensifs, je les ai trouvés personnellement intéressants. Vous donnez notamment plusieurs chiffres qui méritent d'être cités. D'après vous, dans l'hypothèse où le prix de l'électricité resterait bas, le soutien aux énergies renouvelables s'élèverait à 50 milliards d'euros sur les 10 prochaines années, loin des 300 milliards d'euros annoncés par les opposants à ces énergies. En revanche, en cas de flambée du coût de l'électricité, les énergies renouvelables rapporteraient de l'argent. Vous avancez le montant de 5,5 milliards d'euros engrangés par l'État français pendant la dernière crise énergétique, c'est-à-dire en l'espace de 2 ans. Vous ajoutez, je vous cite, que lorsque l'État engage 1 euro de soutien, les entreprises investissent 6 euros en France. Une seule éolienne rapporte 10 000 euros par an en fiscalité locale. Fin de citation. Enfin, toujours selon vous, les énergies renouvelables auraient créé 50 000 emplois directs, des emplois durables et non délocalisables qui participent à la réindustrialisation du pays, dites-vous. Comme vous le savez, la proposition de loi déposée par notre collègue Daniel Grémillet, dont je suis le co-rapporteur, contient plusieurs dispositions en faveur des énergies renouvelables et décarbonées, énergies renouvelables au pluriel. La ligne de notre commission n'a d'ailleurs jamais dévié sur ce sujet, car ces énergies sont indispensables pour atteindre la neutralité carbone en 2050. À l'occasion de cette loi, nous avons d'ailleurs déposé un amendement demandant l'étude de l'impact financier sur toutes les formes de production d'énergie, quelles qu'elles soient. J'en viens à ma question. D'après vos données financières, quelles sont les énergies renouvelables les plus efficientes au regard d'une part du coût de construction et de fonctionnement des infrastructures et d'autre part de leur rendement? Je vous remercie. Puisque Jean-Jacques Michaud n'est pas là, je cède la parole à Fabien Gay, qui est un des co-rapporteurs sur notre rapport sur l'hydroélectricité. Pas du tout en tant que remplaçant, Fabien, hein, que personne ne se méprenne là-dessus. Et en même temps, tu pourras déjà poser aussi ta question que tu avais prévu de poser. Merci, Fabien. Merci, Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, une réflexion très courte et 2 questions. Ma première réflexion, c'est... Bon, moi aussi, j'ai lu, comme Patrick, la tribune dans Le Figaro. Vous prenez régulièrement la parole dans un contexte où je pense qu'il y a besoin de remettre de la rationalité dans le débat politique. Et souvent, une hystérisation sur les questions d'énergie, à l'Assemblée nationale, mais aussi parfois un peu ici, notamment sur ces questions d'énergie renouvelable. Et moi, je partage avec vous une chose, c'est qu'on va avoir besoin d'électrifier. Et évidemment, il faut du nucléaire existant, du nouveau nucléaire, mais pendant ce temps-là, parce que le nouveau nucléaire, c'est 25 ans, si on veut électrifier les usages et répondre à tous les besoins d'avenir, même si évidemment il faut réduire le volume, évidemment sur la question de rénover nos bâtiments, il y aura besoin, et donc il y a besoin d'énergie renouvelable. Et notamment, moi je pense qu'une des questions fortes que vous avez rappelées sur la Chine, c'est qu'en même temps qu'ils développent très fortement les énergies renouvelables, ils en sont aussi les auteurs de production. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui et que malheureusement nous n'avons pas su soutenir assez. Donc nous sommes dépendants.
si on veut progresser dans les énergies renouvelables, aujourd'hui, nous sommes dépendants des autres. Donc il faut construire cette chaîne industrielle. Et j'espère que le discours que vous avez ici, et qui a l'air largement apprécié sur tous les bancs, inondera nos moments budgétaires, et que celles et ceux qui sont contre les énergies renouvelables se rappelleront de l'audition que nous vivons. Et la deuxième chose, c'est que, par contre, j'ai un désaccord avec vous. Moi, je pense que l'on peut être en désaccord avec le fonctionnement du marché européen tel qu'il est aujourd'hui, mais là aussi, on ne peut pas appeler à la rationalité et dire ce que vous avez dit. J'en suis désolé, mais c'est un désaccord que nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre. Sortir des mécanismes de construction du prix du marché européen ne veut pas dire rompre aujourd'hui avec le système de solidarité. Je rappelle que les premières interconnexions, c'est 1967, et la construction du marché européen tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est 1997. Donc on a fonctionné pendant 30 ans dans un autre système, et donc nous pouvons y revenir. Et de toute façon, comme nous y sommes restés, nous revivons des crises parce que le système de marché, le système libéral tel qu'on le connaît, ne vit que grâce à des crises. Deux questions simples. Moi, la question sur l'HM, puisqu'on a été co-rapporteur avec Patrick, Jean-Jacques et Daniel, d'un rapport que nous avons rendu il y a 15 jours, Madame la Présidente. Comment vous voyez à Engie le règlement du conflit que nous proposons et que nos collègues aussi à l'Assemblée nationale proposent de passer du régime des concessions à celui des autorisations? Et que comptez-vous faire en tant qu'actionnaire presque majoritaire, je crois, à la HM et à la CNR, d'investissement, d'avenir dans les barrages que vous détenez? Et la deuxième question, elle ne vous surprendra pas, c'est les questions d'emploi. Évidemment, on ne peut pas faire la transition sans les salariés, les travailleuses et les travailleurs dans leur diversité. Pour être honnête, j'ai déjà eu l'occasion de vous interpeller sur la question de la vente d'Homme Énergie, qui va concerner 5000 personnes, dont 3000 techniciens implantés dans l'ensemble de nos territoires. Pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui? Est-ce que vous envisagez une vente à la découpe qui, à mon sens, serait une catastrophe pour les techniciens et les techniciens, ou est-ce que vous voulez vendre à un groupe entier? Et où vous en êtes de cette vente? Parce qu'évidemment, comme beaucoup d'autres, je suis attaché à garder les savoir-faire et évidemment les emplois ici en France. Je vous remercie. Merci Fabien. Voilà, Madame la Directrice Générale, pour répondre à nos trois commissaires. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Sur la question du cadre et de la PPL telle qu'elle a été envisagée, donc évidemment un besoin de cadre, donc ça je ne vais pas y revenir. Un équilibre entre le nucléaire et les renouvelables nous va très bien, hein, et je pense que c'est vraiment je suis allée suffisamment dans les détails là-dessus, donc nous on est plutôt assez favorable. Avec peut-être des points d'attention pour nous, hein, c'est le fait de ne pas avoir aujourd'hui la PPE, et autant j'ai souligné le fait qu'il y avait parfois des objectifs qui étaient trop contraignants ou avec un niveau de précision trop important. En revanche, par exemple, sur des dispositifs tels biométhane, on a besoin d'avoir cette visibilité. Et donc, c'est pour ça qu'on est plutôt aujourd'hui assez désireux de voir les sujets avancer là-dessus. Donc biométhane est un point, et puis bien sûr sur les appels d'offres en général, les appels d'offres offshore, hein, j'ai pas parlé spécifiquement de cette filière très importante, ce qu'on a fait là en 2 ans pour pouvoir le répéter et réduire les coûts, parce que ce projet éolien offshore, il faut se dire la vérité, hein, le prix de l'électricité, le prix du CFD, il est assez élevé parce que c'était un prix qui avait été fixé en 2011. Aujourd'hui, l'éolien offshore est beaucoup plus compétitif. Les turbines sont bien plus performantes, donc on arrive à faire de l'éolien offshore de manière plus compétitive. Donc il faut y aller, et plus on peut y aller, plus on peut donner de la visibilité sur les appels d'offres, et puis plus on va permettre de réduire les coûts, d'avoir des effets d'échelle. Je reviens un petit peu à certains des arguments et des éléments que j'ai indiqués tout à l'heure. Voilà un petit peu sur le cadre. Il y avait une question sur les data centers. Donc effectivement, je pense que les data centers, c'est une chance pour la France et pour l'Europe, parce qu'il y a quand même aujourd'hui aussi un sujet de souveraineté digitale. Et je pense que c'est important que
De même, on a aujourd'hui des Mistral et des très belles entreprises dans l'IA. L'aspect infrastructure doit également, à mon avis, suivre, même si bien sûr, avoir des data centers en France ne suffira pas à développer une souveraineté totale, mais c'est quand même une brique. Donc moi, ça me paraît important. En revanche, je pense qu'il faut s'assurer que ces data centers soient une chance pour la France et pour l'Europe. Et pour ça, effectivement, un certain niveau d'exigence quant à leur capacité à ne pas être inflationniste sur les prix de l'électricité me paraît très important. Une exigence sur les émissions de CO2, évidemment. Donc vous avez dit, hein, la plupart des grosses hyperscalers, comme on les appelle, ont pris des engagements climatiques importants. Je pense que c'est très important de s'assurer qu'ils s'y tiennent et que dans certains cas même, ils contribuent au développement du mix dont j'ai parlé tout à l'heure en leur demandant de l'additionnalité. Donc additionnalité, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire simplement, si vous allez arriver avec l'équivalent de la consommation d'une ville de 100 000 personnes, avec votre data center, développer l'équivalent en moyens de production décarbonés en France. Plutôt que de venir se brancher sur notre énergie, électricité nucléaire, qui aujourd'hui est abondante, il y aura forcément un effet inflationniste. Demandons-leur, oui, on a de l'énergie très bas carbone en France, donc on a un avantage, mais venez contribuer à des nouveaux moyens de production. Donc voilà un petit peu pour moi comment cette dynamique data center, elle doit se concrétiser. Donc une chance pour la France, mais assurons-nous que ça soit vraiment une chance pour la France. Sur la question de la fin des contrats, donc effectivement, un des points importants, c'est le mécanisme de soutien aux renouvelables. En fait, il est fini dans le temps. Donc, au bout d'un moment, on sort de ces obligations d'achat, de ces mécanismes de soutien. Et donc là, on est exposé au prix du marché ou on va se contracter avec un client directement. Et donc, ça nous permet d'utiliser nos électrons. On va les mettre dans notre portefeuille et ensuite, on va les offrir à des clients industriels, etc. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un sujet qui est extrêmement intéressant, évidemment, et qu'il faut absolument soutenir, c'est le sujet du repowering. C'est un peu barbare comme nom, mais ça consiste à dire que quand un projet est arrivé en fin de vie, souvent, c'est quand même des technologies d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, et donc souvent des turbines, par exemple, pour l'éolien, qui ont le mérite d'être là, d'avoir été acceptées, souvent bien appropriées par l'entourage, les territoires, et donc peuvent être remplacées par des turbines plus modernes. Parfois même, on peut en enlever pour avoir des capacités soit équivalentes, soit supérieures. Et là, on a vraiment la transition énergétique la plus vertueuse parce que finalement, vous avez des éoliennes, on les remplace, on les upgrade, on les modernise et on fait baisser les coûts ce faisant. Donc voilà un petit peu des sujets. Hein, je pense que c'est vraiment une bonne question parce qu'on considère aujourd'hui les énergies renouvelables comme relativement émergentes. En fait, ça fait un moment maintenant qu'on en installe et donc il y a des nouvelles générations, des capacités. Et tout ça, ce sont des opportunités, bien sûr, pour continuer à profiter des économies d'échelle et bien sûr, des nouvelles technologies qui font baisser les coûts. Donc ça, c'est un point important. Sur la question des énergies renouvelables et ma tribune, enfin la tribune que j'ai publiée dans le Figaro, j'ouvre une petite parenthèse. Hein. C'est vrai que il y a un certain nombre de fake news sur les sujets de l'énergie, il faut le dire. Et moi, j'ai été assez frappée parmi mes collaborateurs que face finalement à un certain nombre de fake news, il y avait une tentation de se taire et de ne rien dire. Avec, vous savez, une réaction qu'on voit malheureusement assez souvent, c'est presque, j'allais dire, un peu une tétanie ou la sidération en disant mais fake news, c'est tellement pas rationnel qu'on ne va pas aller, on va pas dans ce débat, nous, parce qu'on ne va pas défendre, parce qu'on n'est pas dans le rationnel, nous on est rationnel, dans l'entreprise on est plutôt rationnel, et donc ça ne sert à rien d'aller débattre, vous voyez. Et j'ai réalisé qu'on avait une responsabilité, quand même, chez Engie, une responsabilité d'entreprise, quand on voit des fake news, de dire, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas 300 milliards, nous, on pense que c'est plutôt 50, c'est pas hyper précis, mais c'est certainement pas 300. Et voilà pourquoi. Et voilà, donc je me permets de donner un petit peu le contexte à cette prise de parole qui, je crois, a été commentée, en tout cas parfois même critiquée, mais je pense que c'est quand même notre rôle, parce que si on prend des mauvaises décisions,
dans quelques années, on se tournera vers nous, on nous dira mais pourquoi vous n'avez rien dit? On pense que c'est notre rôle, effectivement, et donc c'était un petit peu le propos de ma réponse tout à l'heure, c'est de dire oui, je suis vraiment prête et Engie est prêt à jouer son rôle et à contribuer au débat. Et vous m'avez posé la question, laquelle des énergies renouvelables préférais-je? C'est un petit peu comme choisir lequel de ses enfants on préfère, c'est très difficile. Non, mais sachant qu'ils ont tous des avantages et des inconvénients, très clairement. Et que si vous commencez à dire, moi, en fait, je ne fais que du solaire, vous allez avoir un problème. Parce que vous allez avoir le profil solaire, il est connu, hein, je fais le geste avec ma main. On adore le solaire, c'est très compétitif, mais il a un certain profil de production. Donc, je fais comme ça c'est le prix de l'électricité. En fait, il est comme ça en profil de production. Donc, si on ne fait que du solaire, on va avoir un problème. Parce qu'on ne va pas demander à tout le monde de faire sa lessive à midi. Enfin, vous voyez, le truc ne marche pas. Donc c'est vraiment bien un mix qu'il faut développer. L'éolien a des avantages très, très importants. Hein. C'est très compétitif, l'éolien en mer en particulier. Les batteries, évidemment, en solution de stockage. L'hydro et le nucléaire, j'en parle un petit peu moins parce qu'on n'est pas l'opérateur référence en France, mais on est un opérateur en Belgique et évidemment des avantages et des inconvénients. Hein. Bien sûr, l'avantage, c'est que c'est l'électron décarboné en quantité très importante avec un profil très stable. L'inconvénient, bien sûr, c'est le sujet des déchets, hein, qui aujourd'hui, c'est pas un secret. On a versé chez Engie, on a fait un chèque de 15 milliards d'euros cette année au gouvernement belge. Pour être dédommagé du traitement des déchets à long terme de la partie nucléaire. Donc on va rester responsable à hauteur environ de 10 milliards d'euros sur la partie de démantèlement. Donc on va s'occuper du démantèlement des centrales. Et en revanche, c'est le gouvernement belge qui maintenant va s'occuper de la gestion des déchets sur des siècles et des siècles. Et pour ça a coûté à l'opérateur Engie 15 milliards. Nous avons fini de payer la semaine dernière. Voilà, donc ça c'est le renouvelable. Donc nucléaire, plein d'avantages, mais quand même des inconvénients. Et en particulier pour le nouveau nucléaire, il va y avoir un sujet de coût. Et sur les renouvelables, ces profils qui sont un petit peu moins prévisibles. L'éolien, quand vous avez 3 jours et vous n'avez pas de vent, voilà, vous ne pouvez pas faire que de l'éolien, voyez. Et le petit sujet dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce sont nos centrales à gaz, qui vont jouer un rôle dans ce mix presque plus important que jamais, puisque justement, quand votre mix énergétique rencontre des difficultés, soit parce que le temps, soit parce qu'il faut arrêter les centrales nucléaires parce que l'eau du Rhône est trop chaude, ou parce qu'il n'y a pas de vent, ou parce ou c'est la nuit et il n'y a pas de solaire, voilà, et que ou qu'il n'y a plus assez d'eau parce que malheureusement il y a des sécheresses. Et donc même l'hydro aujourd'hui, quand il y a des sécheresses, on voit bien que la production, c'est pas le cas aujourd'hui, mais la production de l'hydro peut être affectée. On est bien content d'avoir les centrales à gaz qui vont venir jouer le rôle d'appoint. Et plus on décarbone le gaz, et mieux c'est. Mais même une centrale à gaz qui n'opère que quelques heures par an, finalement, en termes d'émissions de CO2, va émettre très peu et va jouer un rôle fondamental. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur nos centrales à gaz et le besoin absolu de les maintenir sur le réseau. C'est très, très important, les centrales à gaz également. Voilà, donc il n'y a pas... En fait, le message clé, c'est qu'on ne peut pas opposer les technologies les unes aux autres et qu'on va avoir besoin d'un mix équilibré, d'où bien sûr ce besoin de planification pour s'assurer que l'ensemble des technologies soient bien intégrées et puis ensuite donner de la flex aux échelons plus locaux. Monsieur Gay a parlé effectivement et très justement du besoin impératif de développer une filière industrielle. On ne va pas pouvoir tout fabriquer en France, mais oui, si on peut avoir suffisamment de visibilité sur nos projets, faire des projets de taille significative, on va pouvoir donner et passer des commandes potentiellement à des usines locales, françaises ou européennes en ce qui concerne les panneaux solaires. Ça me paraît important. Mais même indépendamment des panneaux solaires, on parle beaucoup des panneaux solaires. Chaque projet, et c'est pour ça que c'est les 6 € dont on parle, chaque projet qu'on construit, évidemment, est vecteur d'emploi en France. Donc il y a le sujet de la filière panneaux solaires, mais il y a aussi la filière de quand vous construisez des projets, vous allez créer des emplois. Sur le marché européen de l'électricité, je sais que, et je comprends l'analogie qui est faite, je me permets, je sais que ce n'était pas une question, mais simplement pour vous éclairer sur le fait que le marché électrique européen a changé de manière radicale
Aujourd'hui, le marché électrique européen ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'il fonctionnait il y a 30 ans. Aujourd'hui, les échanges se font de manière quasi instantanée. C'est à hauteur de quart d'heure. Tous les quarts d'heure, on optimise ce marché européen. Donc quand vous pensez, et si vous réfléchissez au fait qu'on va pouvoir sortir du marché européen, ne vous projetez pas 30 ans en arrière. C'est une autre réalité. Donc l'avantage que vous laissez sur la table en sortant du marché européen n'est pas du tout le même que celui il y a 30 ans. Et encore une fois, c'est l'expérience qu'en font les Britanniques aujourd'hui en se disant qu'ils veulent revenir au marché européen, construire plus d'interconnexions avec le continent et réintégrer les règles du marché européen. Parce que des accords bilatéraux, oui, vous pouvez les faire, mais ce n'est pas ça qui vont vous faire réagir en 15 minutes. Si vous avez une situation de blackout, une situation de problème technique en France, pouvoir importer, il va falloir être extrêmement réactif, d'où l'importance de rester intégré dans ce marché européen. Et vous m'avez posé une question sur le social. EHS, aucune intention de vendre cette magnifique entreprise à la découpe, hein, Monsieur Gay, aucune. Non, aucune. Le process est en cours. Il prend un petit peu plus de temps que nous ne voulions et nous ne sommes pas contents parce que ça rajoute de l'incertitude auprès de nos collaborateurs. Donc nous sommes aujourd'hui très engagés pour le conclure et le mener à bien avec responsabilité, bien sûr, sur la qualité du projet industriel et social. Et la CHEM. Et donc sur la CHEM, alors règlement du conflit, bien sûr, hein, aujourd'hui l'hydro en France n'est nulle part, hein, bien sûr un conflit de longue haleine, donc nous sommes évidemment positifs avec ce qui se dessine, hein, comme solution, donc très très positif. On est évidemment content que la CNR aujourd'hui soit préservée du changement puisque la concession a été renouvelée à l'horizon 2041. Nous sommes positifs sur l'opportunité d'avoir accès à des produits de flexibilité puisque, comme vous le savez, on a un acteur qui est très important et donc, sachant que la réforme, si elle passe, hein, va figer à jamais, bien sûr, le paysage concurrentiel. En tout cas, je ne sais pas si c'est à jamais, mais va figer pendant très longtemps le paysage concurrentiel. Il nous paraît important de pouvoir mettre à disposition des autres fournisseurs un certain montant de la production, ce qui en termes sociaux évidemment n'aura pas d'impact, mais qui va nous permettre nous de continuer à enrichir les offres que nous faisons pour nos clients. Donc ça, c'est plutôt des aspects positifs de la réforme. Et nous avons des discussions qui restent encore aujourd'hui sur l'optimisation des vallées du Sud-Ouest, donc de la CHEM, où nous espérons pouvoir avoir finalement une optimisation qui nous permettrait d'envisager effectivement de pouvoir développer un peu plus la CHEM. Voilà, il me semble avoir fait le tour. Je pense. Merci Madame la Directrice. Donc comme il y a de très nombreuses questions, je vais demander à nos commissaires d'être très concis lorsqu'ils vont poser leurs questions et d'éviter autant que faire se peut les redondances. Donc on passe à une série de 3 intervenants et Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente. Je vais être bref. J'avais 2 questions, j'en ai plus qu'une, puisque je voulais aborder la problématique de la filiale EHS, mais vous avez répondu clairement à mon collègue Fabien Gay. Moi, j'aurais une question... Jean-Claude, mets un peu mieux ton micro, s'il te plaît. Je suis un peu loin du micro. Oui. Je vais me mettre sur tes genoux? Non. Vous prenez l'accélération de la décarbonation de vos activités, vous dites même que c'est votre raison d'être, en alignant notamment sur l'objectif européen zéro carbone à horizon 2050. Ce discours est donc particulièrement louable, bien sûr, et sa déclinaison passe notamment par une augmentation de la production d'énergie renouvelable. Moi, j'aimerais vous entendre sur la question de l'énergie solaire et plus précisément sur la baisse des tarifs de rachat de l'électricité produite en toiture sur les petites installations photovoltaïques, et comment est-ce que vous, au niveau du groupe Engie, vous avez accueilli cette augmentation à la baisse? Merci. Guylain Cambier, très bien. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, je ne vais pas rebondir sur la législation sur l'artificialisation des sols. On sait bien qu'ici, le dogmatisme, ça peut interdire la transition énergétique à certains territoires. Mais bon, je voudrais vous interpeller sur le biogaz et les territoires. Engie met en avant, avec raison, son lien avec les territoires. Vous l'avez encore fait au début de votre intervention.
Dans les Hauts-de-France, dans le Nord, on a la chance d'être très peuplé et en même temps d'être un espace agricole. Et donc, on dispose de ressources, tant en déchets qu'en production végétale. Et ça pourrait être une partie de la solution, en particulier dans les territoires plus périurbains ou périphériques. Est-ce que vous intégrez cette dimension de proximité et de maillage dans le choix de vos projets ? Anne Chain-Larcher, c'est très bien pour l'instant. En complément de ce que vient de dire mon collègue, nous avons en Seine-et-Marne le déploiement d'unités de méthanisation. Beaucoup de foyers sont actuellement en gaz citerne, ce qui est à des prix exorbitants. Ils sont vraiment pieds et mains liés aux distributeurs. Je voulais savoir dans quelle mesure Engie pouvait s'associer au déploiement des réseaux, parce que les réseaux sont très coûteux et si les collectivités veulent se lancer dans ce déploiement, c'est hors de prix. Voilà, vous avez beaucoup développé sur le biométhane. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre partenariat avec les territoires et avec ces déploiements ? Voilà, Madame la Directrice Générale, si vous voulez bien répondre à ces 3 questions. Alors, solaire en toiture, du point de vue du groupe, nous ne sommes pas directement, en tout cas pas affectés de manière significative. En revanche, peut-être un commentaire général, ce qui est vraiment très très compliqué, c'est de changer les règles du jeu. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est très compliqué quand des investissements sont engagés. De changer les règles, c'est évidemment délétère. Après, je pense qu'il faut effectivement être conscient du fait que certains pays ont favorisé énormément le développement du solaire distribué, du solaire en toiture, du solaire chez les particuliers, et qu'il peut y avoir des effets négatifs sur le réseau également. Donc il faut bien garder à l'esprit que dans le système électrique, et je sais que RTE et Enedis seront sans doute d'accord avec moi, mais il faut qu'on fasse attention à bien maîtriser la production. Et donc, le solaire en toiture doit être développé quand ça fait sens économiquement, qu'il est compétitif et qu'il faut bien en maîtriser aussi les effets sur le réseau. Voilà, donc il faut je pense, être assez attentif à ces effets de bord possibles. On a vu au Brésil notamment, ou même aux Pays-Bas, des effets assez, avec là pour le coup les prix négatifs encore plus amplifiés. Alors que voilà, quand vous avez trop de solaire à une heure donnée, rajouter du solaire en toiture très subventionné à petite échelle, c'est pas forcément la meilleure utilisation du denier public. Donc encore une fois, je pense que bien avoir en tête comme boussole le coût, la compétitivité. Ce qui ne veut pas dire opposer les technologies les unes aux autres, mais être assez sélectif sur l'ensemble des technologies qu'on développe. Voilà sur votre excellente question sur le solaire en toiture. Sur le biogaz local intégré, oui, on ne sait pas faire en fait le biométhane autrement qu'en étant extrêmement intégré dans nos territoires, dans l'écosystème local. Ce qui n'est pas facile, c'est où mettre le curseur, notamment en termes de taille. Parce que si vous êtes extrêmement diffus et très petit, la production du biométhane est très chère. Et donc, il faut quand même arriver à faire des effets d'échelle. Et donc, il faut arriver à faire des méthaniseurs qui ont une taille qui ne soit pas complètement sous-critique. Mais on peut le faire, on arrive à faire. Donc, c'est des tailles moyennes, mais qui restent intégrées, bien acceptées. Où là, il faut bien, évidemment, organiser tout l'écosystème. Donc, organiser la collecte, bien sûr, des intrants. Et c'est là où il y a un petit peu, j'allais dire en mauvais français, le sweet spot, ou l'endroit un petit peu optimisé entre coût et puis acceptation locale, intégration, logistique, parce que si vous êtes trop loin, bien sûr, des intrants, il va y avoir un coût logistique. Donc il y a vraiment, c'est un système qu'il faut optimiser, qui se trouve quelque part au milieu. Voilà, et déploiement de réseaux locaux de gaz. Là, je vais vraiment vous diriger vers GRDF, qui, je pense, c'est le mieux à même à répondre à un besoin local de développer un réseau, normalement en s'appuyant sur son réseau existant pour potentiellement le densifier. Mais je prends le point et on pourra peut-être en parler avec Laurence, la directrice générale de GRDF. Merci.
Merci. Alors, nouvelle série de questions. Viviane Artigalas. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, la précarité énergétique de nos concitoyens augmente. Elle est due essentiellement à la précarité financière des ménages, à la fin du bouclier tarifaire et à l'augmentation du poids de la facture énergétique dans les budgets. Le montant du chèque énergie est beaucoup trop faible pour couvrir les dépenses des plus modestes. Et bien que l'électricité soit un bien de première nécessité, on constate une hausse des impayés. Une directive européenne incite les États membres à soutenir les ménages précaires en établissant des prix réglementés. Avec mes collègues, j'ai donc déposé une PPL créant une tarification spéciale de l'électricité en faveur des ménages modestes. Quelle serait votre position face à ce texte qui porte une véritable mesure de justice sociale et limiterait les impayés ? Dans le même ordre d'idées, que pensez-vous de la mise en place de tarifications spéciales pour les artisans et PME et TPE afin de protéger leur activité? Je vous remercie. Merci. Martine Berthet. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, je suis rapporteure pour avis au nom de la Commission des Affaires économiques sur le compte d'affectation spéciale participation financière de l'État. À ce titre, j'aimerais connaître votre sentiment au sujet de la présence de l'État au capital d'Engie. En effet, après la fusion Suez-Gaz de France, l'État a mené, à partir de 2015, une politique de désengagement qui s'est matérialisée par plusieurs ventes de participation. Poursuivant cette dynamique, la loi Pacte de 2019 a autorisé l'État à céder l'intégralité de sa participation sous réserve de conserver au moins une action spécifique. L'objectif était de permettre à Engie d'ouvrir son capital à d'autres investisseurs, notamment pour financer la transition vers le renouvelable, tout en garantissant à l'État un certain contrôle sur les activités de l'entreprise. Depuis cette date, l'environnement énergétique, économique et géopolitique a changé. La participation de l'État au capital d'Engie est restée stable à un peu moins d'un quart. Quel rôle a joué cette qualité d'actionnaire de l'État dans vos choix stratégiques lors de la crise énergétique, notamment concernant les sources d'approvisionnement et dans votre stratégie en matière de transition écologique ? Et selon vous, alors je ne vous questionne pas sur l'aspect politique, mais bien dans une logique purement économique, l'État doit-il aller, a-t-il vocation à se désengager à terme en conservant seulement une action spécifique? Je vous remercie. Marie-Lise Housseau. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, je voudrais revenir sur l'hydroélectricité, puisque au mois d'août, il y a eu un accord entre l'Europe et la France pour à nouveau investir sur des grands barrages. Et moi, je viens du Tarn et de l'Occitanie. On a beaucoup de barrages hydroélectriques dans les Pyrénées, mais plus beaucoup de sites disponibles et aussi des associations environnementales farouchement opposées à toute création de barrages. Je voulais savoir quelle était la prospective d'Engie en matière de création de nouveaux barrages en France et en Europe. Et une deuxième question, puisque vous avez évoqué les éoliennes à l'Île-Dieu, vous venez d'assembler les 3 premières éoliennes flottantes au large de Port-la-Nouvelle, et c'est un secteur hyper vanté. Et je voudrais savoir quelles sont vos perspectives de développement sur ce secteur de la Méditerranée. Merci, Madame la Directrice Générale. Alors, je vais essayer d'être brève. Peut-être sur... Moi, je suis un petit peu hésitante à cette idée de prix réglementé, mais c'est presque plus de la terminologie, parce que quand, au plus haut de la crise énergétique, le bouclier tarifaire a été celui qui a protégé les consommateurs. Ce n'est pas le tarif réglementé, hein. Donc, peut-être une question de terminologie. En général, quand la transition énergétique avec le prix du CO2 va coûter plus cher à un moment donné à ceux qui utilisent des produits plus carbonés. Et il me semble extrêmement, extrêmement important, effectivement, de protéger les ménages les plus précaires. Je pense qu'il y aurait une vraie injustice sociale, et à mon avis, la transition énergétique serait rejetée par nos citoyens, et ils auraient, à mon avis, raison, si le coût de la transition énergétique était porté par l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur capacité à supporter ce surcoût. Et donc, un fléchage pour protéger les ménages les plus précaires me paraît très important. La mécanique de cela, honnêtement, je n'ai pas toutes les solutions. Je pense que le chèque énergie
est un mécanisme qui a le mérite d'exister. Doit-il être soit plus ciblé, soit plus... Voilà, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour le dire, mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut qu'on se soucie de protéger le plus possible les ménages les plus modestes. Et sans cela, je pense que la transition énergétique est à risque. C'est très important et peut-être que d'ailleurs j'aurais dû en parler dans mes propos interactifs, parce que quand on parle du coût de la transition énergétique, on pense beaucoup subventions, etc. Mais à la fin, c'est le coût pour chacun d'entre nous, et notamment ceux au faible pouvoir d'achat, doivent être protégés par ces surcoûts. Ça me paraît vraiment important, très important et un très très bon point. Sur le sujet de l'État au capital d'Engie, peut-être deux points. Lors de la crise énergétique, les énergéticiens se sont mobilisés et avec une coordination que moi je juge franchement assez bonne, avec le ministère de l'Énergie, avec Bercy sur ces sujets, bouclier tarifaire, sécurité d'approvisionnement, stockage de gaz, importation d'électricité, exportation de gaz, enfin toutes ces choses qu'on a dû faire pendant la transition énergétique, protection des consommateurs. Et ça s'est passé, j'allais dire, avec les autres énergéticiens. Certains sont 100% détenus par l'État, d'autres pas du tout. Et nous, au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, finalement, a très bien fonctionné. Donc je pense que à des moments de crise, l'intérêt national pour des entreprises comme les nôtres, je pense qu'il est clair. Et voilà, donc, et les ministères et les services, je pense, font plutôt assez bien ce travail. Après, pour nous, l'État au capital, pour Engie, ce qui est très important, c'est l'alignement sur la stratégie. Et aujourd'hui, on a ça, avec l'APE, qui est évidemment très engagé sur ces sujets climatiques. Et donc, aujourd'hui, la chance d'avoir, avec notre actionnaire APE, un bon alignement entre ce que nous essayons de faire et donc, soutien sur la stratégie. Et donc, voilà, donc je n'ai pas d'autres commentaires. Ces questions d'actionnariat, bien sûr, il faut avant tout les poser à l'actionnaire. Nous, l'entreprise, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Mais voilà, quelques éléments de réponse, en tout cas, pour éclairer votre réflexion sur le sujet. Sur l'hydro, c'est le rêve. On aimerait en faire... quand on a de l'hydro, on ne veut jamais la laisser partir. Parce que c'est vraiment une technologie qui a aussi ses vulnérabilités, parce qu'il n'y en a aucune qui n'en ont pas. Mais c'est vrai que sont en plus des cathédrales presque naturelles maintenant, avec le temps, la nature qui a repris ses droits. Donc vraiment, ce sont des endroits assez spectaculaires. Le sujet quand même, c'est que pour construire des nouveaux barrages, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, en France, mais j'allais dire dans la plupart des pays, en tout cas occidentaux. Sachant que l'Inde, par exemple, développe massivement notamment des steppes, donc des technologies de stockage à partir d'hydro, évidemment la Chine. Mais en France, ça nous paraît beaucoup plus compliqué. Donc on va essayer. Je sais que EDF a un programme, mais je pense qu'on va être plutôt sur de la modernisation, sur du développement de l'existant. Mais vraiment faire des nouveaux barrages aujourd'hui en France, ça me paraît un petit peu utopique. Voilà. Et les éoliennes flottantes, on aime beaucoup la technologie. Les coûts restent encore un petit peu élevés par rapport à l'éolien en mer posé. En revanche, bien sûr, offre des avantages, soit en Méditerranée, parce que, bien sûr, les fonds sont très profonds, et puis aussi, parfois, permet d'aller un peu plus loin des côtes. Donc, en termes d'appropriation, d'acceptabilité, c'est un petit peu mieux. Mais toujours à mettre en regard avec, bien sûr, le coût de l'infra. Parce que le coût du transport de l'électricité ou de la connexion au réseau, si vous êtes très loin, peut devenir prohibitif. Mais en revanche, on est effectivement très heureux d'avoir bien progressé sur ce projet, qui est un projet un petit peu iconique et pionnier en Méditerranée. Merci. Alors, nouvelle série de questions. Essayez d'être toujours aussi concis. Bernard Buis. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Directrice Générale pour la clarté de vos réponses. Moi j'aurais une question très rapide, peut-être provocatrice. Quel est votre regard sur les effets de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable de 2023 ? Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Directrice Générale. Juste un commentaire et deux questions, si vous me permettez. Sur le pragmatisme des objectifs. Je pourrais être d'accord avec vous si il y avait une volonté politique
de la stabilité, de la prévisibilité. Et à ce moment-là, on peut avoir du pragmatisme. Quand la France ne respecte pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, que ces objectifs sont souvent des plafonds, qu'il y a l'instabilité administrative, financière, juridique, législative qui déstabilise en permanence les filières d'énergie renouvelable, je pense que avoir des objectifs par énergie, c'est aussi une façon de rassurer les filières. Ça, c'était mon commentaire. Ma question, c'est quel est pour vous, au fond, un prix d'équilibre du marché de l'électricité sur le marché? C'est quoi, 70 € le mégawattheure? C'est quelque chose comme ça. Et on voit bien que dans ce que pourrait être un prix d'équilibre, le nucléaire existant rentre dedans, les énergies renouvelables rentrent dedans. Le gaz, évidemment, rentre dedans aussi. Mais est-ce que vous considérez, et donc ça peut être une perspective que vous trouverez intéressante, de mettre les EPR2 dans ce prix de l'électricité à 70 € le mégawattheure? Comment on peut faire? Et puis, un point qu'avait posé la présidente et sur lequel vous n'avez pas répondu, c'est la question du gaz de schiste. Parce qu'à un moment donné, tout ce que vous expliquez, et moi j'y suis très favorable sur les dynamiques d'Engie, mais il y a la partie sombre d'Engie qui est le gaz de schiste américain, qui est, vous le savez, extrêmement polluant et nous met dans une dépendance, qui n'est pas compatible avec l'objectif de souveraineté que vous avez évoqué. Donc est-ce que vous ne participez pas aussi, d'une certaine façon, à Engie, à une dépendance vis-à-vis d'une énergie extrêmement polluante, aujourd'hui pilotée par un président qui, franchement, ne souhaite ni la protection du climat, ni le bien-être de l'Union européenne? Et comment, au fond, vous voyez cette part sombre d'Engie dans laquelle vous allez quand même des deux pieds? Merci. Merci. Daniel Fargeot. Daniel. Oui, bon, merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, merci pour la qualité de vos propos. C'est toujours une chance de vous avoir parmi nous. Alors, ma question, vous l'avez dit, vous le soulignez, la question de la production d'énergie en Europe, par et pour les Européens, est un sujet majeur de souveraineté. Il est important qu'un cadre stable permette de réaliser la transition énergétique et la décarbonation. Pourtant, ces objectifs de transition énergétique sont à double tranchant, et je pense en particulier au secteur de l'automobile, extrêmement fragilisé en Europe. La Commission européenne a donc assoupli ses engagements sur la réduction des émissions de CO2 et prévoit un plan d'action pour l'automobile. Je voulais donc savoir comment se positionne Engie dans cette double exigence de transition énergétique et de souveraineté, exigence qui, dans certains secteurs, viennent se percuter et déstabiliser tout un pan de notre industrie. Je vous remercie. C'est à vous, Madame la Directrice Générale. Merci. Alors, la loi d'accélération. La loi d'accélération, un petit peu décevant, mais je pense qu'on n'est pas très objectif non plus, puisque autour, il y a quand même eu le sujet moratoire qui a été discuté et mis sur la table début juillet. Il y a quand même l'absence de PPE. Donc aujourd'hui, si je dois le résumer un petit peu familièrement, pardonnez-moi, tout ça flotte. Donc c'est difficile de juger de l'effet du noix quand tout le reste envoie de tels signaux contradictoires. Et je pense que c'est un petit peu ce que vous disiez, Monsieur Jadot, hein, en disant, en fait, la confiance n'est plus là aujourd'hui. Et donc, je discutais avec un de mes développeurs. J'étais dans les Hauts-de-France, justement. Il me parlait d'un projet éolien. C'est courageux, hein, l'éolien dans les Hauts-de-France. Il m'expliquait qu'il avait un super projet d'éolien dans les Hauts-de-France, très accepté, très bien soutenu par les élus locaux, les citoyens. Le projet parfait. Oui, ça arrive. Ça arrive. Plus que vous... non, un petit projet. Et alors, ce qu'il me disait, c'était assez particulier, c'est que ce projet,
Il n'avançait pas aujourd'hui parce que l'administration ne voulait pas approuver un permis qui cochait absolument toutes les cases. Et donc, il y avait un sujet là de manque de, je sais pas, d'allant, de courage, voilà. Donc, on peut faire, à la fin, vous savez, on peut faire toutes les lois du monde, mais à un moment, il faut avoir une vision, il faut embarquer, en fait, tout le monde. Si vous avez dans l'administration des gens qui ne veulent pas faire de l'éolien, tout le monde va trouver un... Vous voyez, et donc, ce jeune homme-là, c'est 3 ans hein, de travail, de quotidien pour arriver à monter un projet comme ça. Il a tout ce qu'il faut, il coche toutes les cases, le projet est super. Et puis, voilà. Et c'est dans le no man's land. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret où, effectivement, je pense qu'on a besoin... et c'est pour ça que vous avez raison. Hein, aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Donc, c'est vrai qu'une manière de dire, de pallier à ce manque de confiance et de dire on va mettre des objectifs dans la loi, etc., c'est un peu la poule et l'œuf, en fait, parce qu'à la fin, on ne devrait pas avoir besoin de faire ça. Je pense que le plus important, c'est de convaincre, en fait, le Parlement, l'ensemble des parlementaires, des citoyens, qu'il va falloir aller sur toutes les technologies et qu'on va y aller. Vous voyez, et à ce moment-là, vous avez ce truc un peu vertueux où finalement, on n'a plus besoin de se battre sur les 18 ou 17,5, hein, si je peux me permettre. Ça, c'est mon... Alors, sur les prix, donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de prix d'équilibre. Vous savez, dans un monde parfait, avec la manière dont le prix est formé sur le marché européen, si vous avez énormément de renouvelables, à un moment donné, les prix vont quand même sur le prix du marché, donc sur le prix de marché gros, donc j'enlève la taxe et bien sûr les réseaux, sur cette partie-là, les prix devraient quand même baisser, puisque les coûts marginaux de production de renouvelables, c'est 0. Donc, plus vous avez de renouvelables, plus à un moment donné, les prix, ça va se traduire. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet coût d'équilibre. Ce qui est sûr, c'est que EPR2, le coût, on ne le connaît pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, le nouveau nucléaire, a priori, bien sûr, sera au-dessus. Mais maintenant, on fait du nouveau nucléaire. Certes, le coût va être important, mais il y a aussi d'autres raisons. Je pense qu'un pays qui a la chance d'avoir une filière nucléaire, moi, il me semble qu'il a plutôt intérêt à la maintenir. Notamment si il est présent dans le nucléaire militaire. Je pense que ça a du sens, du point de vue stratégique, de continuer à investir dans le nucléaire pour la France. Après, on peut avoir une discussion sur le dimensionnement. Combien d'EPR ? Vous voyez, parce qu'effectivement, le nouveau nucléaire, a priori, va être plus cher que le renouvelable. Ça, c'est aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'en faire la preuve. Voilà. Et la part sombre d'Engie... La part sombre d'Engie, donc je m'inscris en faux, évidemment. Il n'y a pas de part sombre d'Engie, sauf que... Non, mais si, j'ai parlé du fait que nous sommes un acteur gazier sur le sujet, sur la partie infrastructure, mais aussi sur les clients. Donc, on vend du gaz à nos clients. On ne produit pas de gaz. Et pour vendre du gaz à nos clients, on en achète. Et donc, on en achète... à un certain nombre de fournisseurs. On en achetait à la Russie avant la guerre. Aujourd'hui, on n'en achète plus. Donc, Engie n'achète plus de gaz russe. Et on a évidemment une politique de diversification importante de nos fournisseurs pour éviter de créer des nouvelles dépendances. Et d'ailleurs, hein, nous n'étions pas dépendants du gaz russe chez Engie, puisque c'était moins de 20% en fait. La part russe dans nos approvisionnements chez Engie, c'était moins de 20%. Donc, on a vraiment une politique de diversification. Et on achète aujourd'hui, bien sûr, du GNL des États-Unis, mais on ne va pas dépasser des pourcentages qui créeraient une nouvelle dépendance. Vous voyez, on est vraiment aujourd'hui très focalisé. C'est le meilleur moyen de se dérisquer. Et ça s'applique à peu près à tout. Hein, c'est à tout, en fait. Il faut diversifier ses approvisionnements. Et donc, on diversifie nos approvisionnements avec, sur la partie GNL américain, effectivement une exposition au gaz de schiste, mais on est aujourd'hui les plus exigeants, Engie, donc moins sombre peut-être que les autres, au sens où on demande à nos fournisseurs, puisque nous ne produisons pas le gaz de schiste, on l'achète à des producteurs, on leur demande en fait de suivre un process le plus exemplaire possible pour le sourcing de leur gaz de schiste, la production, etc., avec notamment des engagements sur l'eau, etc. C'est un engagement. Ah mais non, mais on a des contrats. Non, mais on a des contrats. On a des contrats avec des fournisseurs qui eux-mêmes s'engagent auprès des producteurs à suivre certaines pratiques. Non, on a cette traçabilité aujourd'hui sur nos contrats. Hein. Nous, on n'achète pas le gaz russe.
à nous, le Engie n'achète pas. Nos terminaux peuvent importer, mais le portefeuille d'Engie... Non, on avait des contrats longs. Hein, en fait, on avait des contrats avec Gazprom, et aujourd'hui, ces contrats ne sont pas en activité. Il y a des moyens détournés pour faire apparaître le gaz comme venant de contrées vertueuses, alors qu'en fait, il n'y a pas que du gaz vertueux par rapport à son origine. C'est le sens du monde. Sur le marché spot du GNL. En tout cas, on n'a pas de contrat aujourd'hui avec la Russie, ça c'est sûr. Et là où on est vraiment très attentif, c'est sur nos contrats GNL, effectivement, où on demande à nos fournisseurs d'être exemplaires. Si je peux renouveler la question de la présidente, qui disait par rapport à l'accord entre Mme von der Leyen et M. Trump, est-ce que Engie est une entreprise proactive pour aller faire plus de gaz américain, donc plus de gaz de schiste? Alors aujourd'hui, notre politique d'approvisionnement n'a pas changé. Et je vous rappelle que nous avons en plus une ambition et une trajectoire de décarbonation d'être neutre en carbone à 2045. Ce qui veut dire que nos achats de gaz fossile et nos ventes de gaz fossile d'abord et les achats correspondants qu'on met en face vont être en décroissance de manière régulière jusqu'à 2045. Un acteur privé aujourd'hui n'a pas... les 750 milliards aujourd'hui ne se traduisent pas du tout en réalité pour les acteurs privés que nous sommes. J'ai tout dit? Ah oui, pardon. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Une question très, très importante qui concerne effectivement le cadre européen et notamment les politiques européennes de décarbonation. Ce qui me d'ailleurs fait rejoindre votre question tout à l'heure sur la trajectoire de décarbonation de l'Europe et les différents objectifs. Donc, moi, je pense... Alors, je ne suis pas dans le secteur automobile, donc c'est peut-être un petit peu facile pour moi de dire, mais je pense que c'est très, très compliqué de faire des zigzags sur des sujets aussi structurants que l'industrie, les filières industrielles. Et justement, j'étais dans les Hauts-de-France avec cette excellente entreprise, le Safre, mais en discutant avec des personnes du territoire, il m'indiquait qu'il y avait des plans de faire de une gigafactory, donc d'investir dans cette gigafactory, mais si tout à coup on dit l'électrique, on ne sait pas 2035, finalement on a pu... Enfin, c'est dramatique aussi pour ces nouveaux investissements. Donc moi je suis plutôt en général en faveur de ne pas changer les politiques de décarbonation. Je pense qu'il n'y a rien de pire en fait, les zigzags, les stop and go. Donc voilà, sans avoir évidemment et sans être bien sûr, sans subir directement les conséquences de ces objectifs ambitieux. Donc ça c'est un point. Et le deuxième point, c'était par rapport à cette trajectoire de décarbonation et le fameux passage à 2040. En fait, effectivement, nous, nos scénarios de décarbonation montrent qu'on n'a pas forcément besoin d'être aussi avancé que 90% pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Autrement dit, on pourrait se contenter d'un objectif moins dur. Et aujourd'hui, compte tenu du sujet quand même principal qui nous occupe, qui est le coût de la transition énergétique, et également un message très attendu des industriels autour de la simplification, de la bureaucratie, il me semble que ça serait envoyer le mauvais message que de dire on va prendre le passage 2040 et on va être encore plus sévère que ce qu'il faudrait. Je pense que ça envoie le mauvais message. Je pense que les Européens aujourd'hui sont très inquiets. De la compétitivité, de la bureaucratie. Ils ont besoin de recevoir des messages d'amour positifs, de simplification. Et je ne suis pas sûre que ce message de dire à 2040, il faut être à moins 90, aille dans le bon sens. Et je pense que la confiance, le moral, la confiance en les institutions sont des ingrédients qui sont extrêmement importants. Voilà donc pour cette audition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, vous retrouverez Sénateur en action, un documentaire de Fabien Ricard consacré au sénateur Gilbert Bouchet. Vous savez, ce sénateur décédé ce lundi de la maladie de Charcot. À très vite sur Public Sénat.